La méthode de l'alpiniste, une philosophie positive de Spencer Johnson. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Marcel Proust. L'essence du savoir, quand on le détient, c'est de le mettre en pratique. Confucius. Prologue. Par une fin de journée pluvieuse dans la ville de New York, le dénommé Michael Brown se hâtait jusqu'au petit restaurant où l'attendait une inconnue recommandée par un ami. Il traversait une mauvaise passe, et cette dame semblait pouvoir l'aider. En poussant la porte de l'établissement, Michael Brown était loin d'imaginer combien ces quelques heures d'entrevue lui seraient bénéfiques. De prime abord, il fut surpris. Cette Anne Kerr, ayant elle-même connu des moments difficiles, sans doute, s'attendait-il à en trouver quelques stigmates sur son visage ou dans sa posture. Mais la femme qu'il découvrait respirait l'énergie et l'enthousiasme. Après quelques formalités d'usage, il lui déclara « Je vous trouve très épanoui pour quelqu'un qui a autant souffert. »« C'est le cas, » avoua-t-elle en souriant. « Je me sens aussi bien dans mon travail que dans ma vie privée. Mais le secret de mon bonheur, c'est que je ne l'ai pas construit malgré ces épreuves, mais plutôt grâce à elles et à la façon dont j'ai appris à en tirer profit. » « Comment ça ?» s'étonna Michael. « Prenons le plan professionnel par exemple. Il y a quelques années, je pensais travailler dans un service performant, mais ce n'était pas le cas. Nous avions connu notre heure de gloire et depuis, nous nous reposions sur nos lauriers. Le temps que nous en prenions conscience, la concurrence nous avait doublés. Et mon chef m'a prise en grippe. C'est là que mon moral a chuté. On exigeait toujours plus de progrès, toujours plus vite, et la pression devenait chaque jour un peu plus forte. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, l'année dernière, un collègue que j'estimais beaucoup m'a raconté une petite fable qui allait bouleverser ma manière d'envisager et de traiter les hauts et les bas de l'existence. Cette histoire m'a rendu plus posée et plus efficace, par temps calme comme par temps agité, y compris dans ma vie privée. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et que dit-elle, cette histoire ? Anne parut hésiter. Elle lança. Sans vouloir être indiscrète, puis-je vous demander à mon tour ce qui vous a poussé à venir me voir ? Michael lui confia du bout des lèvres qu'il craignait de perdre son emploi et que son couple commençait à battre de l'aile. Fit-elle, sans avoir besoin d'en entendre davantage. Je sens que vous aussi vous auriez grand besoin d'entendre cette fable. Anne accepta donc de la partager avec Michael, à condition que lui-même, en cas de succès, s'engage à la transmettre à d'autres, ce qu'il accepta de bon cœur. Avant de commencer, elle l'avertit encore. Si vous voulez vous servir de ce récit pour négocier des aléas de l'existence, je vous conseille de l'écouter à la fois avec le cœur et avec la tête, en y transposant votre propre vécu afin d'y trouver ce qui vous sera le plus utile. Les points clés sont régulièrement répétés, mais de manière différente. Pourquoi ces redites ? Eh bien, personnellement, cela m'aide à les mémoriser. Et je maîtrise mieux une recette quand je la connais sur le bout des doigts. Étant d'un tempérament plutôt rétif à la nouveauté, j'ai besoin de m'approprier longuement les choses avant que mon esprit lève ses résistances et que mon cœur se laisse toucher. Mais une fois ce cap franchi, je les intègre comme une seconde nature. C'est exactement ce qui s'est produit avec cette petite fable. Vous êtes prêts ? Vous pensez vraiment qu'une simple petite parabole puisse à ce point bouleverser ma vie ? Je suis dans une situation très compliquée, vous savez. Raison de plus pour essayer. Qu'avez-vous à perdre ? En ce qui me concerne, elle a eu un impact considérable sur mon existence. Mais il se peut que d'autres y restent tout à fait hermétiques. Il doit exister autant de façons de l'apprécier que d'individus. L'important, ce n'est pas le récit en lui-même, mais c'est ce que vous allez en retirer. Et cela, nul ne peut le décider à votre place. Michael hocha la tête. Je vous écoute. Alors Anne commença son récit. 1. Broyer du noir dans sa vallée. Il était une fois un jeune homme talentueux qui menait une existence morose dans sa vallée, jusqu'au jour où il rencontra un vieil homme là-haut dans les montagnes. Ce jeune adulte avait connu une enfance heureuse, à jouer dans les prairies et à nager dans les rivières. Il n'avait jamais quitté cette vallée et pensait y passer le restant de son existence. Il y avait des jours avec et des jours sans,
mais l'un dans l'autre, la routine lui procurait un confort rassurant. Sauf qu'en grandissant, il devint de plus en plus sensible aux aspects négatifs de son quotidien, au point de se demander ce qui avait pu l'aveugler pendant tant d'années. Avec le temps, il devint aussi plus malheureux, sans toutefois trouver de cause précise à son désarroi. Il s'essaya à plusieurs métiers, mais chaque fois il fut déçu. L'un de ses employeurs passait son temps à lui reprocher ses erreurs sans prêter la moindre attention à ses réussites. Chez un autre, il se sentait noyé au milieu d'une masse de salariés interchangeables. Qu'il travaille dur ou non, personne n'y voyait de différence. Son apport à l'entreprise semblait invisible, même à ses yeux. Enfin, il crut avoir trouvé une place à la hauteur de ses attentes. On l'appréciait, la mission était stimulante, ses collègues connaissaient leur métier et les produits qu'il commercialisait étaient conformes à ses valeurs. Il gravit ainsi les échelons et fut nommé à la tête d'un petit département. Seulement, il éprouvait à ce poste un sentiment d'insécurité permanent. Comme sa vie sentimentale n'était guère plus reluisante, sa frustration allait crescendo. Ses amis ne le comprenaient pas et sa famille ne voulait voir dans ses doutes qu'un éphémère passage à vide. Mais lui commençait à se demander s'il ne serait pas mieux ailleurs. Parfois, lorsqu'il contemplait depuis la prairie la majestueuse chaîne de montagnes qui se découpait dans le ciel, il s'imaginait au sommet du pic le plus proche. Cette idée l'apaisait un moment, mais le retour à la réalité n'en était chaque fois que plus cruel. Lorsqu'il évoqua devant ses proches l'idée d'aller explorer ce sommet, ils lui répondirent combien l'ascension en était difficile et lui vantèrent le confort de la vallée. Tous tentèrent de le dissuader de s'aventurer là où aucun d'eux ne s'était jamais risqué. Ce fils aimant savait que ses parents n'avaient pas entièrement tort, mais il avait un caractère bien à lui, ses propres aspirations. Il pressentait qu'il existait une autre vie hors de la vallée, et il voulait tirer cela au clair. En gravissant ce mont, peut-être aurait-il une vue plus nette de ce vaste monde. Mais le doute et la peur l'empêchaient de franchir le pas. Jusqu'au jour où, songeant avec nostalgie à son enfance insouciante, il réalisa qu'il n'était plus en paix avec lui-même, et qu'il ne le serait plus tant qu'il ne serait pas monté sur ce fichu pic. Alors, prenant son courage à deux mains, il enfila ses chaussures de marche et partit aux aurores. L'ascension fut ardue, et il mit 2 fois plus de temps que prévu à gravir ne serait-ce que la moitié du parcours. Mais à mesure qu'il progressait, il se sentait revigoré par le vent et l'air pur. De ses hauteurs, il voyait la couche de pollution brunâtre qui pesait sur sa vallée. Plus il grimpait, plus la vallée lui semblait petite et plus la vue était dégagée. Il poursuivit son ascension jusqu'à ce que le sentier s'arrête subitement. Esselé dans l'ombre des arbres touffus, il faillit faire demi-tour, puis choisit finalement de suivre une arête étroite. Il tomba et s'écorcha, mais parvint à se relever, puis à trouver un nouveau sentier. Les mises en garde des gens de la vallée lui résonnaient dans la tête, mais il ne voulait pas renoncer. Plus il s'élevait, plus il se sentait heureux. Chaque pas en avant marquait une nouvelle victoire sur la peur. Il avait osé quitter la vallée pour tenter l'aventure de l'inconnu. Émergeant d'une écharpe de nuages, il trouva un ciel éclatant de lumière et se demanda à quoi pouvait ressembler le coucher du soleil vu des cimes. Il avait hâte de découvrir ce spectacle. 2. Trouver des réponses. Si déterminé qu'il fût, notre explorateur n'atteignit le sommet qu'à la nuit tombée. « Bon sang !» grogna-t-il, en laissant choir son sac, encore loupé. « Qu'est-ce qui est loupé ?» répliqua une voix toute proche. Se retournant d'un bond, le jeune discerna la silhouette d'un vieil homme assis sur un rocher à quelques pas de là. « Pardon ?» soupira-t-il. « Je ne vous avais pas vu. J'espérais arriver à temps pour admirer le coucher du soleil, mais je ne suis décidément bon à rien. »« Je connais ce sentiment, » s'amusa l'ancien. Le jeune homme ne pouvait deviner qu'il se trouvait devant l'un des êtres les plus sereins et accomplis au monde. Pour l'heure, il ne voyait rien de plus qu'un gentil petit vieux. Le silence revint, puis le vieux demanda
Et maintenant, que pensez-vous de la vue? Quelle vue? Fit le jeune en plissant les yeux dans la nuit noire, tout en se demandant si le bougre avait encore toute sa raison. Pour toute réponse, le vieux s'allongea sur le dos et contempla le ciel. En l'imitant, le jeune découvrit une myriade d'étoiles scintillantes. Jamais il n'en avait vu d'aussi brillantes et nombreuses. N'est-ce pas magnifique? Fit l'ancien. Magnifique, approuva le jeune homme, transporté par ce spectacle aussi grandiose qu'apaisant. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, juste au-dessus de notre tête. Et pourtant, elles sont là depuis toujours, n'est-ce pas? Oui et non, répondit le vieux. Certes, elles ont toujours été là. Il fallait juste que tu daignes les regarder d'un peu plus près. Mais en réalité, non. Elles n'ont rien d'immuable. Les scientifiques t'expliqueraient qu'une bonne partie de la lumière que nous contemplons en cet instant a été émise, voici plusieurs millions d'années, par des étoiles qui sont mortes depuis belle lurette. Mais comment les distinguer de celles qui sont vivantes? Le vieux sourit. Qu'ai-je dit de si drôle? S'inquiéta le jeune homme. Tu me rappelles le garçon que j'ai été? Celui qui voulait sans cesse démêler le vrai du faux, le réel de la fiction? Ils restèrent ainsi un long moment à contempler le firmament. Puis le vieux demanda: Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici? Si je le savais moi-même. Le jeune homme expliqua qu'il dépérissait dans sa vallée et qu'il voulait croire à la possibilité d'un ailleurs. Il évoqua ses déceptions professionnelles, ses échecs sentimentaux et ce sentiment grandissant de passer à côté de sa vie. Il fut étonné de se livrer ainsi à un inconnu. Pour autant, le vieil homme l'écouta jusqu'au bout avec une grande attention. Moi aussi j'ai eu mon lot de déconvenus, confia le vieux. J'ai été viré de mon premier boulot. Puis j'ai épluché les petites annonces, mais sans le moindre succès. Alors qu'avez-vous fait? Pendant longtemps, trop longtemps, je me suis enfermée dans l'amertume et la déprime, jusqu'à ce qu'un ami, un type que je n'oublierai jamais, prononce la phrase qui a tout changé. Quelle phrase? Cela concernait ce qu'il appelait la méthode de l'alpiniste, une manière de gérer les hauts et les bas de l'existence. Il m'a dit: plus tu te serviras de cette méthode, plus tu gagneras en quiétude et en réussite, aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta vie privée. Au départ, j'étais sceptique, mais il ne mentait pas. Cette approche a tout changé dans tous les aspects de ma vie. Mais encore, elle m'a appris à considérer autrement les hauts et les bas de l'existence, et ainsi à changer ma manière de fonctionner. Comment cela? Cet ami m'a aidé à découvrir 3 choses. Comment quitter une vallée plus vite, comment se maintenir plus longtemps sur un sommet et comment faire en sorte que les sommets deviennent plus nombreux que les vallées. Cela semblait trop beau pour être vrai, mais le jeune homme était avide de solutions et cet ambitieux programme attissait sa curiosité. Vous accepteriez de m'en dire un peu plus? Bien sûr, répondit le vieil homme, mais promets-moi d'abord une chose. Si cette approche te paraît bénéfique, tu devras à ton tour la faire connaître autour de toi. Dans quel but? Primo, pour aider ceux qui en auront besoin. Secondo, pour t'aider toi-même. En général, les gens qui savent aussi bien tirer parti des situations positives que des situations négatives se révèlent moins stressés et plus performants, ce qui les rend d'autant plus agréables à côtoyer. Le jeune homme donna sa parole. Si la méthode portait ses fruits, il s'en ferait l'ambassadeur. Bien, pour commencer, partons du postulat suivant. Au travail, comme dans la vie, les monts et vallées sont aussi naturels qu'inévitables. Dérouté par cette entrée en matière, le jeune homme fronça les sourcils. Qu'entendez-vous au juste par monts et vallées? J'entends par là tes monts et vallées personnels, c'est-à-dire les hauts et les bas que tu peux rencontrer dans ton travail et dans ta vie privée. Des moments qui peuvent durer des minutes, des mois, des années. Ces monts et vallées personnels sont aussi naturels que les monts et vallées géographiques qui ponctuent la surface de la Terre. Les 2 sortes se répartissent et s'articulent de manière identique. On peut se sentir au sommet dans un domaine donné et au plus bas dans un autre.
Cela arrive à tout le monde et dans toutes les cultures. C'est le propre de la nature humaine. Alors je ne suis pas le seul dans ce cas. Loin de là, s'esclaffa l'ancien, même si tu en as parfois l'impression. Comme tu t'en doutes, ces périodes sont infiniment nombreuses, puisque chaque individu ressent les choses de manière singulière, en fonction de son vécu et de son caractère. Autrement dit, les sommets et les vallées ne se résument pas aux bons et mauvais moments de l'existence. Ils représentent aussi ce que l'on éprouve en son fort intérieur et nos réactions face aux événements extérieurs. Le vieil homme poursuivit. Ce que l'on ressent dépend essentiellement du regard que l'on porte sur sa propre situation. Dès lors, le secret consistera à ne pas laisser les événements entacher son estime de soi. J'ai ainsi appris qu'il était possible de rester en paix avec sa conscience même lorsque les choses tournaient mal. Le jeune homme s'étrangla. Vous voulez dire que j'aurais dû collectionner les échecs dans la joie et la bonne humeur alors que cette vallée ne m'a jamais rien apporté de bon? C'est facile d'exhorter les gens au bonheur quand on coule des jours paisibles dans un cadre idyllique. Mais savez-vous seulement à quoi ressemble la vie en bas? Le vieil homme, stoïque, encaissa ses reproches sans s'offenser, puis laissa son élève recouvrer son calme. Excusez-moi, monsieur, reprit le jeune homme embarrassé. Je me savais découragé, mais visiblement j'avais aussi une boule de colère à évacuer. Désolé que ce soit tombé sur vous. Il n'y a pas de mal, répondit l'ancien. Mais tu penses vraiment que nous vivons dans deux mondes parallèles, toi et moi? Le jeune ne le démentit pas. Dans ce cas, laisse-moi te poser une question. As-tu remarqué, en grimpant jusqu'ici, une faille béante entre ta vallée et ce sommet? Non, pourquoi? Le vieux ne répondit rien, laissant sa question infuser. Le jeune finit par comprendre. Parce qu'il n'y en a pas, c'est ça? Tu progresses vite, parce que les sommets et les vallées se touchent. Il y a une continuité entre eux. Très bien observé. Bien malin, en effet. Qui saurait dire précisément où s'achève la vallée et où commence la montagne? Mais une fois que l'on a saisi que les monts et vallées personnels, tout comme les monts et vallées géographiques sont intimement liés, il faut encore comprendre comment opère ce lien. Pour cela, laisse-moi te livrer 3 nouvelles propositions. Monts et vallées communiquent. Les erreurs commises quand tout va bien font que bientôt tout ira mal. La sagesse déployée quand tout va mal fait que bientôt tout ira bien. Par exemple, développa le vieil homme, ceux qui adoptent l'approche de l'alpiniste dans les périodes tourmentées parviennent à se rétablir en revenant aux fondamentaux, c'est-à-dire en se concentrant sur les choses vraiment importantes. En ce faisant, devina le jeune, il crée les conditions d'une embellie. Exactement. Sauf que trop peu de gens savent gérer ces périodes heureuses. Sans en avoir conscience, ils creusent leur propre malheur. Ils gaspillent leurs ressources, perdent le sens des priorités et s'éloignent de l'essentiel. Et cela débouche sur quoi? Sur de nouveaux déboires. Autrement dit, c'est nous-mêmes, dans une large mesure, qui déclenchons le calme et la tempête. Exactement, mais tout cela me semble déjà bien copieux pour une première soirée. On continue la leçon demain? Volonté. Le vieil homme prit congé et l'élève monta à sa tente. Il s'endormit dans son duvet en cherchant quel lien pouvait relier ses propres sommets et vallées. Le lendemain, le vieil homme réapparut aux aurores, muni d'une thermos de café et de 2 gobelets. La lumière du matin révélait son regard clair et pétillant. « Vous avez l'air tellement heureux, observa le novice. C'est la vie en altitude qui vous réussit à ce point? En partie seulement, répondit l'homme. Je dois régulièrement redescendre dans la vallée pour refaire les niveaux. Encore tout ensommeillé, le jeune homme ne perçut pas le double sens de ses paroles. Je pense que je pourrais vivre ici jusqu'à la fin de mes jours, lâcha-t-il. C'est impossible, répliqua le vieux. Personne ne peut rester indéfiniment au même endroit. Quand bien même tu te fixerais dans un lieu précis, tu seras toujours en mouvement au fond de ton cœur. La recette du bonheur ne consiste pas à se cramponner aux choses connues. Il faut au contraire apprendre à savourer chaque moment qui se présente. Savourer chaque moment, dites-vous?
S'il s'agit d'une conversation sympathique dans l'air pur des montagnes, aucun problème. Mais si les vallées symbolisent les revers, la tristesse ou l'échec, comment pourrait-on finalement les savourer? En vérité, répondit l'ancien, tout dépend de la durée de ces épisodes de vallée. Pour t'aider, tu pourras t'appuyer sur les deux définitions suivantes. Les sommets correspondent au moment où l'on apprécie ce que l'on a. Les vallées à ceux où l'on se focalise sur ce qu'il manque. Intéressant, commenta le jeune homme. Sauf que pour moi, un sommet est un sommet et une vallée est une vallée. Je ne vois pas ce que mes pensées viendraient faire là-dedans. Et pourtant, te rappelles-tu les premiers mots que tu as prononcés en arrivant ici? Le jeune homme fouilla dans sa mémoire en vain. Tu as dit « encore loupé ». Tu étais omnibilé par le coucher du soleil au point de ne même pas remarquer l'époustouflante voûte céleste. Et tu ne t'es pas félicité d'avoir atteint le sommet. À ta place, d'autres auraient levé les bras au ciel en clamant « J'y suis arrivé !»« Je vois, » murmura le garçon. « J'ai transformé un sommet personnel en vallée. Je venais d'atteindre ce lieu reculé qui me faisait rêver depuis des années, et malgré tout, j'éprouvais un sentiment d'échec. Mais ce sentiment, c'est toi, et toi seul, qui te l'est infligé, en creusant une nouvelle vallée dans ta tête. Tu n'auras donc aucun mal à répondre à la question suivante. Comment celui qui décroche une médaille d'argent aux Jeux Olympiques peut-il être déçu? C'est évident, il est déçu parce qu'il a raté la médaille d'or. Et quelle leçon peut-on en tirer? Le garçon réfléchit, puis proposa. Pour éviter de retomber dans une vallée et conserver le sentiment d'être sur un pic, il faut se concentrer sur les aspects positifs de la situation en évitant les comparaisons. Excellent, jubila le maître. Et c'est valable même dans les périodes les plus critiques. Pour t'en souvenir, garde ceci à l'esprit. On ne peut pas toujours contrôler les événements, mais on peut contrôler ses monts et vallées personnelles par ses pensées et par ses actes. Le jeune homme fronça les sourcils. Là, je ne vous suis plus, et je ne vois pas en quoi ces belles paroles pourraient m'aider au boulot ou dans ma vie privée. C'est pourtant simple. Pour transformer une vallée en sommet, tu dois agir sur l'un des deux facteurs suivants. Soit sur ce qui t'arrive, les événements eux-mêmes, soit sur ce que tu ressens face à ces événements. Si tu peux modifier la situation, parfait. Mais dans le cas contraire, la seule solution consiste à changer de regard sur ce que tu vis, afin que la situation puisse tourner à ton avantage. Facile à dire. Imagine, tu es un père de famille et ton salaire constitue le seul revenu du foyer. Mais tu es plutôt bien payé et tu penses être à l'abri du chômage. Sauf que, patatras, du jour au lendemain, ton patron te met à la porte. Quelle serait ta réaction? Eh bien, je serais sous le choc, incrédule, furieux et terriblement angoissé. Comme la plupart des gens, en effet. Mais tu pourrais aussi considérer que ce licenciement, aussi inquiétant fût-il sur le moment, est la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Car il t'a fait prendre conscience que tu n'étais pas vraiment taillé pour ce métier, mais que tu n'aurais jamais osé le quitter de ta propre initiative. Et tu es convaincu que cette période de chômage forcé va te permettre de décrocher un boulot plus intéressant. Mais elle peut aussi s'éterniser et tourner à la catastrophe. Certes, admit l'ancien. L'avenir n'est jamais écrit. Il n'empêche que, sauf exception, ceux qui décident de voir le bon côté des choses en ressortent largement gagnants. Mais que voulez-vous qu'un chômeur fasse d'une telle théorie? Qu'il soit ravi ou non, il lui faut retrouver un emploi. Le bonheur n'a jamais suffi à nourrir une famille. L'objection est recevable, sourit le maître. Alors, poussons la démonstration jusqu'au bout. Si tu étais dans la peau d'un recruteur, qui serais-tu le plus enclin à embaucher? Celui qui fait des yeux de chien battu et passe l'essentiel de son entretien à se plaindre de son ancien chef, ou celui qui a su voir dans ce coup de sort une bonne occasion de rebondir et de trouver un poste à la hauteur de ses aspirations? Le second candidat, bien sûr, parce que les gens positifs sont plus performants. C, Q, F, D.
Voilà pourquoi l'optimisme paye. Et si nous revenons un instant sur le sort de ce chômeur motivé, peux-tu me dire ce qui est devenu sa vallée dans l'histoire? Le jeune homme cogita, puis ouvrit de grands yeux. Il l'a transformé en sommet. Ses pensées, ses actes ont fait pencher la balance en sa faveur. Finalement, ce n'est pas si abstrait, vos trucs. Au contraire, c'est on ne peut plus concret. Et cela tient en quelques mots. La sortie de la vallée se dessine lorsque l'on choisit de voir les choses différemment. La neige commença brutalement à tomber. Tu es équipé pour le grand froid? S'inquiet le vieil homme. L'élève avoua qu'il n'avait pas emporté de vêtements chauds. J'avais tellement hâte de quitter ma vallée que je n'ai même pas réfléchi à tout ce dont j'aurais besoin ici. Oui, c'est une erreur fréquente. Séjourner sur une cime exige une préparation sérieuse, mais peu de gens en ont conscience. Là encore, le novice prit cette phrase au premier degré, sans comprendre que le vieil homme parlait de savoir gérer les bonnes périodes. Au plaisir de te revoir bientôt, dit le maître avant de tourner les talons. Le jeune homme aurait aimé pouvoir rester plus longtemps. Il repartait toutefois raguerriardi, impatient de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Désormais, face à l'adversité, il chercherait les points positifs sur lesquels s'appuyer afin d'améliorer son sort. Il remplit ses poumons d'air pur, et par peur d'oublier ses leçons en chemin, il reprit le sentier en se récitant ces quelques mots. On transforme une vallée en sommet en trouvant et en exploitant la part positive de la situation. 3. Oublier. De retour dans sa vallée, le jeune homme se rappela le temps où il était planté dans sa prairie à contempler les cimes en rêvant d'une vie meilleure dans les hauteurs. Un frisson d'excitation lui parcourut l'échine. Il avait gravi ce pic, et comme il espérait, il y avait joui d'une vue panoramique et plongeante. Depuis la vallée, les choses paraissaient si étriquées, si limitées, pensa-t-il, tout en se dirigeant vers son domicile. Mais de là-haut, le champ des possibles paraît infini. Il songea à la jeune élue de son cœur, espérant qu'elle serait impressionnée par le récit de son excursion et par la sagesse qu'il y avait acquise. De retour chez lui, il raconta son exploit à ses parents et leur exposa les préceptes du vieil homme. Fort de cette nouvelle philosophie, il allait se surpasser au travail et décrocher une promotion, promit-il. Surpris par tant d'assurance, son père et sa mère échangèrent un regard, mais s'abstinrent de tout commentaire. En réalité, le jeune homme était moins convaincu qu'il n'en avait l'air. Suffirait-il de changer d'état d'esprit pour changer le quotidien? Rien n'était moins sûr, mais il fallait essayer. Il confia à quelques amis ce qu'il avait appris tout là-haut. Certains furent fascinés par ses enseignements, quand d'autres se montrèrent plus dubitatifs. Comment une théorie aussi simple pourrait-elle changer le cours d'une existence? Quoi qu'il en soit, tous espéraient que leur copain y trouverait son bonheur. Sa petite amie constata avec un plaisir infini combien cette étrange petite fable l'avait régaillardie. Et elle croisa les doigts pour que cet enthousiasme dure. De retour au travail, il se sentit bien. Les affaires marchaient, les ventes augmentaient et l'on engrangeait des profits records. Puis un jour, une commande effectuée par le plus gros client de la société se perdit en route et celui-ci fut si furieux qu'il menaça de clore son compte. Au sein de l'entreprise, ce fut le branle-bas de combat. Les uns s'attelèrent à reconstituer la commande, tandis que les autres tentaient de pister la marchandise disparue. Mais la compagnie avait grandi trop vite et les équipes peinaient à soutenir la cadence. En dépit de leurs efforts, d'autres colis s'égarèrent, ce qui conduisit plusieurs clients à changer de fournisseur. En bref, l'ambiance dans les locaux devenait mortifère. Le jeune homme avait toujours en tête cette leçon qu'il s'était récitée en redescendant de la montagne. On transforme une vallée en sommet en trouvant et en exploitant la part positive de la situation. Mais dans le cas présent, comment appliquer ce principe? Après une nuit blanche à retourner le problème dans tous les sens, il se présenta devant son patron avec un plan. Pourquoi ne pas profiter de cette crise, suggéra-t-il, pour identifier les failles dans le système de suivi des commandes et ainsi reconstruire un processus plus efficace et plus fiable?
Séduit par cette idée, le chef le chargea de constituer un groupe de travail et de conduire le projet. Après plusieurs jours d'analyse et de remue-ménage, le dit groupe fut en mesure d'expliquer les différents ratés et ses travaux accouchèrent d'un outil de commande à la fois plus sûr et plus économique. L'entreprise présenta ses excuses aux clients qui se réjouirent de découvrir une interface plus ergonomique et des tarifs de livraison en baisse. Beaucoup se remirent à passer de petites commandes et l'on espérait que la confiance revenue, la taille des paniers croîtrait à l'avenant. Quand le bruit courut que le nouveau système de commande était l'œuvre de l'équipe pilotée par le jeune homme, ce dernier acquit une solide réputation et fut même augmenté. Mais lorsque peu après il revint trouver son supérieur pour lui suggérer de s'implanter sur de nouveaux marchés en plein essor, son patron ne voulut rien savoir. Il rétorqua que l'entreprise se portait très bien comme ça, avant de rappeler aux collaborateurs zélés qu'il était le plus jeune cadre de l'entreprise et qu'il venait d'obtenir une promotion. Sous-entendu, savourez votre gloire et restez à votre place. Il était clair que ce chef, comme beaucoup d'autres dans l'entreprise, se satisfaisait pleinement de la situation et n'avait aucune envie de bousculer son train-train. De nouveaux problèmes se faisaient jour, mais nul ne semblait y prêter attention. La plupart des salariés avaient conservé les habitudes acquises du temps où l'entreprise régnait sur son secteur, ce qui n'était désormais plus le cas. Ayant perdu tout esprit de conquête, voire toute lucidité, ils dilapidaient leur budget, persuadés que la société était insubmersible. Mais elle ne l'était point. Bientôt le chiffre d'affaires chuta et il fallut tailler dans les dépenses. On déclencha un plan social et le jeune homme vit plusieurs de ses amis partir dans la charrette. La crise avait commencé. Le jeune homme parvint sans mal à conserver son poste, comme il l'expliqua fièrement à ses parents. Il avait bonne réputation depuis la mise en place du nouveau système de commande. Mais bientôt, le succès lui monta à la tête, et il n'écouta plus personne d'autre que lui-même. Les préceptes qu'il avait rapportés de sa montagne étaient devenus lettres mortes. Sans en avoir conscience, il se mit les autres à dos. Ses collègues commençaient à l'éviter et son chef devint moins tendre. Alors son assurance s'émoussa. Il sentait bien qu'il patinait et que son étoile avait pâli, mais il n'aurait su dire pourquoi. Lorsque ses parents voulurent l'aider, en l'invitant à mots couverts à davantage d'humilité, il resta sourd à leurs conseils, arguant que son attitude était la seule valable. Et c'est ainsi qu'il s'enfonça dans une vallée plus profonde encore que la précédente. Puis un beau jour, lui revinrent ces mots que lui avait glissés l'ancien au terme de sa visite. Il n'est pas de mont sans vallée. Mieux on gère sa vallée, plus vite on atteint le sommet suivant. Mais comment gère-t-on une vallée ? Se demandait aujourd'hui le novice, sans parvenir à se rappeler si le vieil homme avait abordé cette question-là. Pour se changer les idées, il voulut voir des amis, mais aucun n'était disponible. La fille qui fréquentait semblait tout aussi débordée, car elle non plus ne lui donnait plus signe de vie depuis quelque temps. Il se sentait encore plus seul qu'avant son excursion dans la montagne. Pour tenir le coup, il se répéta que monts et vallées étaient à la fois naturels et inévitables. Il chercha le chemin qui menait hors de la vallée en s'efforçant d'envisager les choses sous un autre angle. Il chercha les aspects positifs de la situation pour s'en faire des leviers. Mais rien de tout cela ne parvint à lui redonner le moral. La méthode de l'alpiniste l'avait aidé à marquer des points au travail, mais elle ne fonctionnait plus et il ne comprenait pas pourquoi. Il s'avança dans la prairie et considéra la montagne. Dans la bouche du vieil homme, l'approche de l'alpiniste paraissait puissante. Mais ici, dans la vraie vie, ses bienfaits semblaient éphémères, et le carrosse redevenait vite citrouille. Ses copains avaient peut-être raison de se montrer sceptiques. Le jeune homme s'assit au bord d'un étang. En baissant les yeux, il distingua son reflet dans l'eau, et ce qu'il vit fut le chagrin. Il avait conscience de devenir de plus en plus aigri et de ne plus être en phase avec lui-même. Lui revint alors cette autre leçon du vieil homme. Une vallée qui ne t'enseigne rien te rendra amer.
Celle qui t'inculque quelque chose te rendra meilleur. Sauf que le jeune homme ne voyait pas ce qu'il avait encore besoin d'apprendre. Au bout de quelques semaines de guerre lasse, il cessa de chercher. Quelques amis l'avaient invité à les rejoindre sur le plateau, où ils aimaient se vider la tête. Il n'avait jamais mis les pieds là-bas, mais l'endroit ne semblait guère difficile d'accès. C'était bien moins loin que le sommet du pic, en tout cas. Et comme notre héros préférait encore se vider la tête, sur un plateau que broyait du noir dans sa vallée, il prit le chemin du plateau. 4. Se reposer. Parvenu sur le plateau, le jeune homme fut d'abord stupéfait par la nudité du paysage. Pas un arbre, pas une colline à l'horizon, rien du tout. Il ne faisait ni chaud, comme dans la vallée, ni frisqué, comme dans les hauteurs. Il faisait tiède, sous un plafond grisâtre, comme si le climat lui-même avait disparu. De loin en loin, il apercevait d'autres individus, mais il garda ses distances. Pour l'heure, il voulait rester seul. Il fut d'abord ravi de ne plus éprouver grand-chose. Ce plateau allait lui offrir un peu de répit. De jour en jour, il sentit retomber le stress accumulé tout au long des hauts et bas des derniers mois. Lorsqu'il eut recouvré un peu de quiétude, il alla au-devant de ses amis. Mais ceux-ci l'accueillèrent avec indolence. Tous paraissaient éteints, le regard aussi terne que ce décor. Ils ne manifestaient aucun intérêt pour le monde qui les entourait, et même au grand air semblaient aussi vifs et épanouis que des ours en cage. Le jeune homme se demanda s'il ne se mettait pas à leur ressembler. Le repos mental qu'il avait pu savourer en arrivant sur ce plateau commençait à lui engourdir l'esprit. Plus rien ne l'affectait. Il traversait les journées sans joie ni enthousiasme. Pourquoi rester ici s'interrogea-t-il. Un plateau était une sorte de temps neutre, suspendu, où il ne se passait plus rien. Mais pourquoi était-il seulement venu ici? Pour prendre un repos bien mérité ou pour fuir son quotidien? Mais pour fuir quoi exactement? Et ses amis, fuyaient-ils aussi leurs problèmes en venant errer ici? Finalement, il prit congé de ses camarades pour continuer en solo. Devinant les contours du pic à travers le voile de brume, il pensa au vieux sage installé dans sa montagne et à son regard pétillant et clair comme la nuit étoilée. Cet homme lui manquait, ainsi que la fraîcheur vivifiante des cimes. Une part de lui-même le poussait à repartir là-haut. Mais si c'était pour déchanter de plus belle au retour dans sa vallée, à quoi bon? Cette nuit-là, cette question l'empêcha de dormir. Il brûlait d'aller retrouver le vieil homme dans sa montagne afin que celui-ci lui explique pourquoi sa belle méthode ne fonctionnait qu'un temps. Alors, il regagna sa vallée et prit ses dispositions pour accomplir une nouvelle ascension, en espérant être assez préparé pour recevoir ce que ce sommet aurait encore à lui offrir. 5. Apprendre. Le retour au sommet fut exténuant, mais cette fois le jeune homme fut récompensé de ses efforts par un magnifique coucher de soleil. L'ancien le reçut chez lui dans un grand chalet, tout de boiseries ouvragées. Ils s'installèrent sur une vaste terrasse surplombant un lac. « Si vous saviez comme je suis heureux d'être venu ici, » confia le jeune homme. Décelant un trouble chez son élève, le maître demanda ce qui n'allait pas. « Eh bien, répondit son ami, à la suite de mon précédent séjour, j'ai tâché d'appliquer ce que vous m'aviez enseigné en cherchant le côté positif de chaque situation, etc. Au début, cela a donné d'excellents résultats, mais ensuite, les choses se sont gâtées. De guerre lasse, je me suis réfugié quelque temps sur un plateau, mais ce ne fut guère concluant. Selon toi, répondit le vieil homme, qu'est-ce qu'une expérience saine ou malsaine? L'élève fronça les sourcils. Je ne suis pas sûr de comprendre. As-tu déjà vu un motif de ce type? Le maître dessina. On dirait un électrocardiogramme. Mais ces pointes et ces bosses, que t'évoquent-elles? Des monts et des vallées. Bien vu. Et si maintenant je trace ceci? Un trait long. Le garçon se gratta la tête. Là, je dirais que le cœur ne bat plus du tout. Ce qui est plutôt fâcheux, n'est-ce pas? Eh bien, tout comme les battements du cœur, dis-toi que les monts et vallées
personnels sont constitutifs d'une vie normale et équilibrée. Les plateaux aussi d'ailleurs, puisqu'ils permettent de prendre un peu de recul sur les choses et de réfléchir tranquillement à la suite des opérations. S'il n'est jamais très sain de s'évader en tenant le réel à distance, on a tous besoin d'une pause de temps à autre pour souffler un peu et retrouver foi en l'avenir, ce qui se produit souvent après une bonne nuit de sommeil ou une escapade de quelques jours. Le jeune avait pensé à se munir d'un carnet à spirale. Il y consigna: un plateau peut être envisagé comme un temps de repos, de réflexion et de régénération. Puis, il réfléchit à voix haute. Cette parenthèse sur le plateau ne fut pas particulièrement saine, mais en fin de compte, elle m'aurait fait du bien. Je pensais avoir baissé les bras quand je suis arrivé là-bas, mais j'en suis reparti plus reposé et suffisamment revigoré pour entreprendre une nouvelle ascension. Il n'empêche, qu'y a-t-il de si sain à enchaîner les hauts et les bas? Il n'y a rien de plus stressant et angoissant que ces montagnes russes émotionnelles. Sauf que rien ne t'oblige à monter dessus, répliqua l'ancien du tac au tac. Celui qui sait vraiment gérer les aléas de l'existence éprouve au contraire un profond sentiment d'équilibre. Mais comment apprend-on cela? Première règle d'or, tu n'es ni tes sommets ni tes vallées. L'individu que tu es ne se réduit pas à ce qu'il traverse. Cette phrase les plongea tous deux dans un silence méditatif. Puis le maître demanda: que s'est-il passé lorsque tu as retrouvé ta vallée après m'avoir rendu visite? Eh bien, j'ai appliqué votre méthode et cela m'a permis de gravir des échelons au bureau. Mais ensuite, tout est parti à volo, sans que je comprenne pourquoi. Le vieux confia: cet électrocardiogramme que je t'ai dessiné, il remplissait une deuxième fonction: t'inviter à appliquer cette méthode avec ton cœur. Comment cela? L'important, ce ne sont pas les préceptes en eux-mêmes, mais ce qu'ils t'inspirent et ce que tu en fais. La façon dont tu te comportes lorsque tu broies du noir dans ta vallée, par exemple. Comment te sens-tu, d'ailleurs, lorsque tu as regagné tes pénates? Du tonnerre, lâcha le jeune. C'était un moment sensationnel. Le vieil homme le fixa des yeux sans un mot. Qu'est-ce que j'ai dit? S'inquiéta l'élève, avant de comprendre soudain la signification de ce silence. J'y suis. Cet épisode heureux n'a pas duré à cause de ce que j'éprouvais et de ce que j'en ai fait. Excellent, approuva le vieil homme. Ce qui t'a replongé dans la morosité, ce n'est pas ce bon moment en lui-même, bien sûr, mais plutôt ton incapacité à bien gérer cet épisode heureux. Aussi, pour ne plus reproduire cette erreur à l'avenir, retiens d'abord ceci: les mauvais moments deviennent plus rares lorsque l'on sait gérer les bons avec sagesse. Le jeune homme rumina ces paroles avant de demander: mais en quoi aurais-je mal géré cette bonne période? Je ne sais pas. Dans ton allégresse, ne te serais-tu pas montré un brin vantard? N'aurais-tu pas quelque peu fanfaronné avec ces leçons de vie rapportées de la montagne? Le jeune homme ne répondit rien. Alors, je ne sais pas, possible, cela expliquerait pourquoi mes amis se sont mis à m'éviter, ainsi que ma petite amie d'ailleurs. Lors de ma première visite, vous aviez dit qu'il fallait un minimum de préparation pour rester durablement sur un sommet. Je suis ravie que tu t'en sois souvenu, opina le vieil homme. En effet, les gens mal préparés pour séjourner sur les cimes auront tôt fait d'en tomber, et ce sera douloureux. Mais en quoi consiste une bonne préparation alors? Plutôt que de te livrer mes recettes, je préfère t'aider à trouver tes propres réponses. Je vous écoute. Lorsque les choses ont commencé à mal tourner, comment te sentais-tu? Très mal. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir changé d'attitude? Je ne sais pas, soupira l'élève. J'étais désarmé et perplexe. Je pensais sans doute qu'il suffirait de fermer les yeux jusqu'à ce que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ou bien je n'osais pas admettre mon erreur ni demander de l'aide. Et quel est le point commun à toutes ces raisons? Le jeune homme réfléchit. La peur? Exactement. Et d'où naît la peur chez l'être humain? L'élève haussa les épaules. Le maître lui livra la réponse. En général, c'est l'ego qui engendre la peur.
C'est lui qui nous rend arrogants sur un sommet et craintifs dans une vallée. L'ego est un prisme déformant. Sur un sommet, il embellira la situation, telle une paire de lunettes roses. Dans une vallée, il viendra au contraire tout repeindre en noir, même si le ciel n'est que gris clair. Et c'est ainsi que l'on se prend à croire que les sommets dureront toujours, puis que les vallées ne cesseront jamais. Sous la dictée du maître, le jeune homme nota dans son cahier. La pire ennemie des sommets, c'est l'arrogance déguisée en confiance. La meilleure alliée des vallées, c'est la peur maquillée en confort. Puis, relevant le nez de son calepin, il fronça les sourcils. Mais par quel mécanisme l'arrogance peut-elle vous chasser d'un sommet? Laisse-moi te donner un exemple personnel. J'ai effectué la majeure partie de ma carrière dans une entreprise multinationale. Nous fournissions un service de qualité à un prix imbattable et nous étions les leaders du marché. Puis la roue a tourné. Les coûts ont augmenté, ce qui nous a contraints à relever nos tarifs et là-dessus la crise a pointé le bout de son nez. Alors, comme tu t'en doutes, les ventes ont commencé à chuter. Mais les cadres refusaient de voir que nous étions tout simplement devenus trop chers pour le grand public. Notre marque était si prestigieuse qu'ils y voyaient une sorte de talisman protecteur. Il suffisait d'attendre, pensait-il, et les clients finiraient par revenir, alors qu'il fallait à l'évidence revoir notre stratégie de fond en comble. Ces dirigeants se voilaient la face par pure suffisance. En fin de compte, les clients ne sont jamais revenus et nous avons dû revendre l'entreprise. Et vous-même, s'enquit le jeune homme, quelle était votre position à l'époque? Moi, je me suis efforcé de chercher la vérité des choses. Et cette vérité, c'était que le client n'était plus satisfait. Alors, je me suis demandé, que pourrais-je lui apporter de plus? De là, il ne m'a pas fallu longtemps pour démissionner et monter ma propre affaire en faisant de cette question la pierre angulaire de mon activité. Je suis partie de presque rien, mais les clients ont été convaincus par nos prestations et le bouche à oreille a fait le reste. Et c'est ainsi que nous avons réussi en l'espace de quelques années à nous inviter dans la cour des grands. L'élève voulut savoir quel était le nom de cette entreprise. La réponse qu'il obtint, le nom d'une marque connue dans le monde entier, suggérait que son nouvel ami était un homme très fortuné et que sa méthode pouvait bel et bien booster une carrière. Et dans la vie de tous les jours, demanda-t-il, la méthode de l'alpiniste vous a-t-elle été utile? Au regard que lui renvoya le vieil homme, il sentit qu'il venait de toucher une corde sensible. Très, soupira le maître. Lorsque ma femme est tombée gravement malade, ce fut le début d'une longue et profonde vallée pour toute la famille. Mon épouse était une mère de famille extraordinaire, si dynamique et enthousiaste qu'on pourrait presque pu croire qu'elle avait la tâche facile. Ce fut d'autant plus terrible de la voir clouée au lit par la douleur. Comme il se doit, je me suis efforcée de la relayer à la maison et auprès des enfants, tout en prenant soin d'elle et en poursuivant mon activité professionnelle. Comme tu dois t'en douter, j'étais à la fois épuisée et angoissée. J'aurais tout donné pour qu'elle aille mieux, mais je me sentais tellement impuissant. J'étais terrorisée à l'idée de la perdre, mais je savais aussi que la peur pouvait occulter la réalité. Alors, je me suis demandé, quelle est la vérité de cette situation? Et cette vérité était, somme toute, très simple. J'aimais ma femme. De là, j'ai cherché comment je pouvais lui montrer cet amour et je me suis mis à la couvrir de toutes les attentions qui me venaient à l'esprit. Et bientôt la vallée m'apparut un peu moins profonde. Pour quelle raison? Parce que je voyais que ma femme sentait combien je l'aimais et que cela lui faisait du bien. N'ayant pas toujours été aussi aimant que j'aurais pu l'être avant sa maladie, j'ai aussi été réconfortée de me sentir progresser. À ma grande surprise, j'ai ainsi renoué avec un certain sentiment d'apaisement et même de réussite, en dépit des circonstances dramatiques. Je me rendais compte que nombre de mes angoisses passées tournaient autour de ma petite personne et non de mon épouse. En cherchant mille et une façons de la couvrir d'amour, j'ai déplacé le centre de gravité de mes préoccupations. J'ai réussi en quelque sorte à m'extraire de moi-même. Si je comprends bien, résuma le novice, mettre son ego de côté permettrait de quitter une vallée plus vite.
Et de rester plus longtemps sur les cimes, compléta l'ancien. L'élève devina qu'il s'agissait là d'un point crucial et qu'il faudrait bien le garder en tête. Un peu plus tard, il discerna une forme dans le lointain. « Vous avez vu » s'écria-t-il. Le vieil homme sourit. Il avait prévu cette réaction. « Ce grand pic tout là-bas, il est encore plus haut que celui-ci » jubila l'élève comme s'il était le tout premier à découvrir ce sommet. « Je parie que la vue de là-haut est encore plus ébouriffante. » « Sans aucun doute. Je veux voir ça, déclara le jeune. Puis son regard plongea dans l'immense vallée qui séparait les deux montagnes, et il grogna de découragement. « Que vois-tu dans cette vallée » susurra le maître. L'élève réfléchit, puis sourit. « De la souffrance, avoua-t-il. Le vieil homme lui retourna son sourire. Pour la plupart des gens, une vallée est en effet synonyme de frustration, de douleur, de déception, de colère, d'échec et j'en passe. Mais toi, tu sais ce qui se passe lorsque l'on parvient à débusquer et exploiter la part de positif qui s'y cache. Le jeune homme opina. On peut alors transformer la vallée en sommet, sauf que cela exige volonté et discernement. À toi de voir si tu t'en sens capable. Le jeune homme gonfla ses poumons d'air pur. En somme, vous me demandez de traverser une vallée avec des yeux différents. Eh bien, soit je relève le défi. Mais comment s'y prend-on ? Pour moi, répondit le maître, la meilleure façon d'avancer dans une vallée consiste à créer et poursuivre une vision sensible. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Cela consiste à se figurer de la manière la plus détaillée possible la situation que tu rêves d'atteindre. Par sensible, j'entends à la fois sensé. Le but doit rester atteignable et sensitive, dans la mesure où tu devras convoquer tes 5 sens pour t'en forger une image, si complète et réaliste qu'elle te paraîtra vite à portée de main. Imagine à quoi ressemblera le prochain sommet, le paysage, les odeurs, son goût, sa texture. Bientôt, ces perceptions deviendront si vivantes dans ton esprit que ce seront elles qui te guideront à travers la vallée. Séduit par cette idée, le jeune homme nota « Pour atteindre ton prochain sommet, forge-toi une vision sensible du but que tu poursuis. Imagine-toi avec force, détail, dans cet avenir meilleur, et le chemin pour l'atteindre deviendra lui-même stimulant. » Les deux amis poursuivirent la discussion jusqu'au soir. Puis l'élève rejoignit sa tante et rêva de lendemain chantant. Au petit matin, il émergea dans l'air frais et contempla quelques instants la silhouette majestueuse du grand pic avant d'aller saluer le vieil homme. Il espérait atteindre ce nouveau sommet dans des délais raisonnables et y découvrir une vue encore plus vaste sur le monde. Le maître lui fit une dernière recommandation. Une fois là-haut, tu obtiendras peut-être quelques révélations supplémentaires sur ta propre situation, ta propre vérité. Écoute tes pensées avec ton cœur et confronte-les à ton vécu professionnel ou intime. Les enseignements que tu en retireras façonneront ta sagesse personnelle, qui ne sera ni la mienne ni celle de personne d'autre, mais ta sagesse à toi. L'élève promit de méditer ce conseil. Il remercia chaleureusement le vieil homme, lui serra la main et partit à l'assaut de nouvelles cimes. 6. Découvrir. Le jeune homme progressait péniblement à travers une lande hostile, le visage cinglé par une pluie battante, sans refuge possible. La vallée se révélait plus profonde que prévu et l'excursion plus difficile. « Pourquoi faut-il en passer par là ?» grommeta-t-il. « Pourquoi la vie ne serait-elle pas un bonheur permanent ? Pourquoi faut-il qu'elle soit émaillée de vallées ?» Il avait les pieds trempés, les os glacés, et une seule envie, retrouver son lit. Pour tenir bon, il marmotta entre ses dents. « Un jour, je rirai de tout ça. » Avant d'ajouter « Mais pourquoi un jour ? Pourquoi ne pas en rire dès à présent ?» Alors, il s'esclaffa et se sentit déjà un peu mieux. À son rire répondit un soudain éclat de tonnerre. Levant les yeux inquiets au ciel, il pria pour ne pas recevoir la foudre. Ses jambes brûlaient de douleur et des pierres anguleuses lui torturaient la plante des pieds. Si le temps nécessaire pour atteindre un nouveau sommet dépendait, comme l'affirmait son maître, de son aptitude à bien gérer sa vallée, alors la route
s'annonçait longue. Parvenu au point le plus bas de la vallée, il s'arrêta. La pluie avait effacé le sentier et il se trouvait bloqué par une rivière tumultueuse. Je ne pourrai jamais traverser, pensa-t-il. Le courant est trop fort. Il ne lui restait plus qu'à rebrousser chemin. Mais comment oserait-il affronter le regard du vieil homme? Comment lui-même pourrait-il se regarder dans la glace après un tel fiasco? Il s'assit dans la boue et considéra la rivière. Il s'imagina emporté par les remous et aspiré sous l'eau, incapable de refaire surface pour reprendre sa respiration. Pourquoi faut-il que les vallées soient si éprouvantes? Se demanda-t-il. La réponse lui vint aussitôt tel un écho, à travers ces mots que lui avait glissés le vieil homme la veille au soir. La douleur éprouvée dans une vallée peut révéler une vérité ignorée jusqu'alors. Mais quelle vérité pourrait-il bien déterrer dans cette misère? Le jeune homme fixa de nouveau le pic lointain. Tout ce que je sais, déclara-t-il pour lui-même, c'est que je tenais vraiment à l'atteindre. Il aurait tant voulu savoir si ses hauteurs abritaient un lac, et si celui-ci serait aussi beau, ou même davantage, que celui qui se trouvait derrière le chalet du vieil homme. Et il aurait tant aimé connaître la sensation de l'air frais sur son visage à une telle altitude. Ses regrets lui rappelèrent la notion de vision sensible développée par le maître, se créer un tableau multisensoriel de la situation visée. Quelques instants plus tôt, en imaginant sa noyade, il s'était plutôt forgé une vision d'épouvante, soit à peu près tout le contraire de ce qu'il fallait faire. Au fond, songea-t-il, n'est-on pas en permanence guidé par l'idée qu'on se fait de l'avenir? Que celle-ci soit sombre ou gaie, pessimiste ou optimiste? Et en d'autres termes, ne faut-il pas tout simplement choisir celle qui nous fait avancer plutôt que celle qui nous paralyse? Et c'est là que tout s'éclaira. Il la tenait, cette vérité tapie sous la souffrance. Sous les grondements du ciel, il déclama « Ma vallée, c'est la peur !» Il y avait, en somme, les vallées que l'on subissait sans y pouvoir grand-chose, celles dues à la maladie, au deuil, aux accidents financiers ou autres revers de fortune, et celles que l'on s'infligeait avec ses propres peurs, sans forcément en avoir conscience sur le moment. Mais alors, réfléchit le jeune homme, si l'on part du principe que les vallées sont des moments où l'on se focalise sur ce qui manque, est-ce la peur de ne jamais obtenir ou retrouver ce que l'on vise qui nous maintient dans ces vallées évitables? Sans doute, car on se sent toujours mieux lorsque l'on parvient à dépasser sa peur. D'ailleurs, alors même qu'il croupissait dans la boue, trempé jusqu'aux os, la situation lui paraissait tout de suite moins dramatique, dès lors qu'il parvenait à mettre sa peur en sourdine. Notre héros avait longtemps refusé d'admettre que certaines vallées pouvaient être le fruit de sa propre attitude et non d'événements extérieurs. Et pour conjurer ces mauvaises passes, qu'avait-il fait? Il avait espéré qu'elles prendraient fin, comme il avait espéré que les sommets dureraient plus longtemps. Il éclata de rire. J'aimerais avoir un puits au souhait. J'y jetterai quelques pièces magiques et me retrouverai téléporté de l'autre côté de cette rivière. Cet instant d'autodérision le régaillardit un peu et l'aida à mieux comprendre le propos du vieil homme. Dégainant son calepin, il écrivit en guise de pense-bête: sur un sommet, évitez d'embellir la situation. Dans une vallée, évitez de la noircir. Estimez les choses à leur juste valeur pour faire de la réalité une alliée. Ramenant une nouvelle fois son attention sur le pic, qu'il résolut de ne pas voir plus grand qu'il n'était, il imagina quel sentiment de triomphe il éprouverait lorsqu'il aurait vaincu ce sommet. Le vieil homme disait que le moyen le plus efficace de traverser une vallée consistait à se laisser guider par une vision sensible. Son élève entreprit donc de peaufiner cette vision. Fermant les yeux, il conçut en esprit ses sensations, une fois là-haut, au-dessus de l'épaisse couche de nuages noirs. Il découvrait une vue magnifique. Il sentait le soleil sur sa peau. Il goûtait l'eau cristalline d'un lac, humait l'odeur des grands pins
et distinguait le cri d'un aigle. Toute peur envolée, l'esprit en paix. Puis il rouvrit les yeux et sans détacher son regard des cimes, resta concentré sur ces sensations agréables. Comme soulevé par cette vision sensible, il se releva d'un bond et aperçut alors une souche d'arbre de l'autre côté de la rivière. Celle-là lui donna une idée. Il sortit une corde de son sac à dos, la noua en lasso et la lança à travers de la rivière. La boucle manqua la souche. Il refit plusieurs tentatives, mais la corde se gorgeait d'eau, devenant chaque fois plus lourde à lancer. Le jeune homme finit par tomber à genoux, les yeux fermés, les bras et le dos en compote, prêt à renoncer. Mais un nouveau regard vers le pic réveilla sa vision sensible. Rassemblant ses dernières forces, il se releva et fixa la souche d'arbre comme si rien d'autre n'existait au monde. Il lança le lasso, qui daigna enfin étreindre la souche. Il imprima à la corde quelques coups secs pour s'assurer qu'elle tenait solidement en place, attacha l'autre extrémité à une grosse pierre et s'avança dans l'eau en remontant la corde avec les mains, l'une après l'autre. Par 2 fois, il se retrouva sous l'eau, mais la corde lui permit de refaire surface et d'atteindre sain et sauf la rive opposée. Là, il se redressa, s'éloigna de l'eau et leva les bras au ciel en poussant un cri de victoire. Puis, il éclata de rire. Bien qu'il fût toujours trempé au fin fond de sa vallée, il avait le sentiment d'avoir remporté une bataille décisive. Surtout, il venait de comprendre ce que pouvait être un sommet personnel. Un sommet personnel est une victoire sur la peur. Fier de lui, le jeune homme s'assit pour récupérer un peu et profita de cette pause pour reprendre le fil de ses réflexions. En définitive, la différence entre souhaiter un avenir meilleur et suivre une vision sensible se situait dans l'action. Souhaiter quelque chose ne produit rien en soi, se dit-il. En revanche, lorsque l'on poursuit véritablement une vision sensible, on est décidé à faire tout le nécessaire pour que la situation visée se réalise. Il n'est même pas besoin de se forcer. La volonté est si puissante qu'elle nous permet d'accomplir des choses dont on ne se savait même pas capable. Voilà sans doute pourquoi l'Ancien parlait si souvent de vérité. La vérité de nos intentions révélait la vérité de nos capacités. De la même façon que la peur nous clouait au sol, la vérité nous donnait des ailes. Il se remit en route avec un enthousiasme neuf. Suivre sa vision sensible lui avait procuré un regain d'énergie et de confiance. À mesure qu'il s'élevait, il glissa de loin en loin sur des terres lâches ou glissantes. Mais il parvint chaque fois à se rétablir pour continuer son ascension. Ses progrès dessinèrent un sourire sur son visage. Il tenait le bon bout. Il allait réussir. Enfin, après un effort interminable, il émergea du plafond de nuages et atteignit le sommet. Il y découvrit un lac de toute beauté, entouré de pins séculaires entre lesquels soufflait une brise divine. Il se retourna pour contempler la vallée. Sa traversée ne s'était pas faite sans effort, mais la récompense n'en était que plus savoureuse. Il songea à sa vallée natale, à sa vie et à son travail d'avant, à ses parents, à ses amis, à l'élu de son cœur, et à toute la peur qu'il avait cultivée, à son corps défendant. Peur de déplaire à ses amis, de ne pas gagner l'estime de son père, de ne plus faire à son ami, de perdre son emploi, de passer pour un raté, pour ne citer que ces angoisses-là. Quel gâchis que d'avoir laissé la peur gouverner sa vie et fausser sa perception des choses. Mais à présent, il était entré dans le vif de la méthode de l'alpiniste, qui était à la fois une manière de voir les choses et une façon d'agir. En bref, une philosophie de l'action. Faire de la réalité son allié. Voilà ce qui s'était produit dans cette longue vallée, lorsque l'adversité lui avait ouvert les yeux sur des vérités personnelles insoupçonnées. Regarder la vérité en face apportait un plus indéniable, mais embrasser cette vérité était encore plus profitable. Dorénavant, il chercherait la vérité des choses plutôt que de se complaire dans des illusions confortables. Son avenir serait bien plus solide s'il le bâtissait sur des vérités profondes. Mais ce qui l'avait le plus marqué dans cette épopée, c'était la puissance qu'offrait l'outil
de la vision sensible. Comme l'avait prédit le vieux sage, suivre une vision sensible avait amené le jeune homme à se surprendre lui-même, en trouvant des solutions que personne n'avait tracées d'avance pour lui. Une vision sensible remplissait peu ou prou la même fonction qu'une carte géographique. Elle vous aidait à vous rendre d'un point A au point B de votre choix. La vision du sommet du mont que le jeune homme s'était forgé l'avait non seulement affranchi de ses peurs, mais lui avait donné la volonté et la force d'avancer. « C'est véritablement utile, fit-il en souriant, et à renouveler. En guise de conclusion, il consigna dans son calepin. On crée un sommet en poursuivant à fond sa vision sensible. Alors la peur se dissipe, laissant place à la réussite. Assis sur une pierre plate, notre héros écouta le murmure du vent dans les arbres et le doux clapotis de l'eau sur les rives du lac. C'était tout aussi charmant, sinon davantage encore que ce qu'il s'était projeté. Il se sentait libre comme jamais, et il espérait pouvoir bientôt partager ce sentiment avec ses proches. Il chercha sa vallée des yeux et se rendit compte qu'elle lui manquait. Il lui tardait de rentrer chez lui, mais avant cela, il tenait à revoir son maître. Alors, il tenta d'imaginer avec force détail ce que pourrait donner une troisième séance avec le vieil homme. L'élève s'estimait chanceux d'avoir pu amorcer si jeune ces changements dans son existence. Cela prouvait en outre qu'il n'était nul besoin d'être âgé pour accéder à la sagesse. Soudain, de son point de vue panoramique, il repéra un raccourci vers la vallée. « C'est fou tout ce que l'on découvre dès que l'on prend un peu d'auteur », songea-t-il. Dans les vallées, il faudrait s'exercer à imaginer ce que l'on voit depuis les cimes. Il aimait cette idée d'apprendre des choses dans les vallées et de rendre ainsi la vallée suivante moins pénible, voire bénéfique. Maintenant que je connais un raccourci, se dit-il, le retour dans la vallée me paraîtra moins ardu. Il avait hâte de retrouver son vieil ami. 7. Partager. Le jeune homme arriva en début d'après-midi. Il courut au-devant de son maître pour l'embrasser. « Quel accueil !» s'amusa l'ancien. « Mais c'est à peine si je te reconnais. Où est passé le jeune garçon aux yeux perdus qui se lamentait sous les étoiles ? Quelle aventure, n'est-ce pas ? » « Si vous le saviez, » répondit le jeune homme, « cette montagne m'a vraiment donné du fil à retordre. Je ne parlais pas de cette ascension en particulier, mais de la vie en général. » L'élève rajouta son épopée dans la vallée. Puis le maître lui demanda « Quels sont les principaux enseignements que tu retires de tout cela ?» Le jeune homme réfléchit. « Eh bien, tout d'abord, j'ai découvert qu'il ne suffit pas de connaître et de savoir expliquer la méthode de l'alpinisme pour qu'elle porte ses fruits. J'étais naïf de croire cela au retour dans ma vallée. Pour tirer profit de cette approche, il faut l'éprouver dans sa chair et dans son cœur. Et plus on le fait, plus on grandit, plus on est serein et plus la vie nous sourit. J'ai aussi compris que les bons comme les mauvais moments sont des cadeaux de l'existence. Fussent-elles très bien déguisées et qu'il y a toujours quelque chose de précieux à en retirer. Pour peu que l'on sache les gérer avec intelligence. Seul là-haut, sur ce grand pic, je me suis astreint à regarder la vérité des choses de manière aussi sincère que possible. À présent, il me tarde de retrouver mes amis et ma famille. J'ai pris conscience qu'eux aussi avaient beaucoup à m'apporter. Le vieil homme sourit. Je constate que tu as appris une autre chose indispensable. Laquelle ? L'humilité. Et c'est une excellente nouvelle car cela t'aidera à te maintenir sur les hauteurs. Le jeune homme acquiesça d'un air pudique. Le maître reprit. Te souviens-tu du discours que tu tenais lorsque nous nous sommes rencontrés ? Tu étais malheureux comme les pierres car tu n'arrivais à rien dans ta vallée. Je m'en souviens, grimaça l'élève. Je n'avais pas encore saisi que ma vallée était une incitation à aller de l'avant, à prendre mon destin en main. Je cherchais juste à la fuir sans prêter attention à ce qu'elle pouvait m'inculquer. Je vois maintenant que c'est en s'extirpant de soi-même pour chercher le cadeau caché dans la vallée que l'on parvient à conquérir une meilleure situation et de nouveaux horizons. Et puis, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble que sommet et vallée se distinguent avant tout par leur finalité. Les sommets sont faits pour savourer la vie et les vallées pour l'apprendre. « C'est finement observé, » approuva l'ancien,
Et à ton œil vif et pétillant, je vois que tu en as déjà appris un rayon. Mais dis-moi, c'était comment, au creux de cette immense vallée, car elle est très profonde. Le jeune homme fouilla dans sa mémoire. Eh bien, je me suis retrouvé arrêté par une rivière torrentielle qui semblait trop dangereuse à traverser. J'étais à deux doigts de rebrousser chemin. Mais alors, je me suis souvenu que le plus grand obstacle dans l'existence, celui qui nous bloque et nous piège, c'est la peur. De là, j'ai vu que j'étais réellement capable de transformer une vallée en sommet si j'évacuais la peur et que je me projetais en dehors de moi-même. Mais concrètement, qu'as-tu fait? J'ai essayé la technique de la vision sensible, en convoquant mes cinq sens, pour me projeter mentalement et avec force détail au sommet de la montagne. J'ai imaginé la vue, les odeurs, le goût, les sons, le contact des éléments. Ce tableau enchanteur a dissipé mon angoisse et m'a donné l'énergie de me battre. Alors je me suis accrochée à cette vision sensible jusqu'à ce qu'elle m'inspire une solution pour franchir la rivière, à savoir lancer ma corde en lasso vers une souche d'arbre sur la rive opposée afin de m'y agripper pour traverser le remous. Et là-haut, qu'as-tu trouvé? Un spectacle fabuleux. Mais encore, je dominais toute la vallée et cette montagne-ci. Mais surtout, j'ai appris pourquoi vous faisiez si grand usage du mot vérité. La vérité, ce ne sont ni nos peurs, ni nos souhaits. C'est tout ce que peuvent nous enseigner les hauts et les bas de l'existence. Désormais, dans les vallées comme dans les hauteurs, je veillerai toujours à traquer la vérité de la situation. Elle n'a qu'à bien se tenir, conclut le maître d'un rire gourmand. Ils poursuivirent la discussion jusqu'à ce que sonne l'heure de regagner la vallée. Les deux hommes se saluèrent chaleureusement, sans savoir qu'il s'agissait là de leur ultime rencontre. 8. Exploiter monts et vallées. Lorsque le jeune homme eut regagné sa vallée, sa famille et ses amis le trouvèrent changé. Sa compagnie était plus agréable sans qu'il sache vraiment pourquoi. En revanche, les difficultés de son entreprise s'étaient encore aggravées durant son absence et les pertes devenaient abyssales. Comment avait-on pu en arriver là? Le jeune homme se souvenait du temps où il avait intégré cette société alors florissante. À l'époque, une saine émulation poussait chacun à viser l'excellence dans son domaine afin de contribuer à la réussite du projet commun. Il se posait toutes sortes de questions sans partir du principe qu'il connaissait déjà les réponses et ne tenait rien pour acquis. Mais depuis cette époque bénie, le succès les avait endormis. Ils avaient perdu leurs pratiques vertueuses, leurs appétences, leur curiosité. La situation actuelle les avait rendus anxieux, voire aigris. Plutôt que d'unir leurs forces pour sauver la compagnie, ils dépensaient leur énergie à chercher des coupables ou à se justifier. À ce compte-là, l'entreprise n'était pas près de quitter la vallée. L'attitude des dirigeants avait plutôt pour effet de la creuser et de l'étendre. Puis un jour, le personnel reçut un coup de massue en apprenant qu'un géant du secteur allait lancer à un prix inférieur une copie de leur produit phare, qu'ils avaient été jusqu'alors les seuls à fabriquer. Vu la force de frappe commerciale de ce concurrent, cet événement risquait tout bonnement de couler l'entreprise. On échafauda en catastrophe un nouveau plan marketing, mais peu de gens y croyaient. Alors, face à la résignation générale, le jeune homme réunit son département et demanda à chacun de se poser les deux questions suivantes. Quelle est la vérité qui sous-tend cette situation? Comment pouvons-nous mettre à profit la part positive qui se cache dans cette mauvaise passe? Et le jeune chef a invité tous les participants à présenter leurs réponses lors d'une réunion de crise fixée le lendemain matin à la première heure. Lors de cette réunion, une femme ouvrit le tour de table en déclarant « Personne ne connaît ce produit aussi bien que nous. Nous sommes les seuls à ce jour à détenir une vraie communauté de clients. » Un autre ajouta « La vérité, c'est qu'il dispose d'un budget marketing astronomique. Nous devons donc contre-attaquer sur un terrain où nous serons en position de force. » Ces deux analyses firent consensus au sein de l'équipe. Alors, le jeune homme demanda « Dans ces conditions, quel est le côté positif de la situation et comment le pousser à notre avantage ?» Un employé d'âge mûr suggéra « Pourquoi ne pas viser
de rester numéro 1 en développant un produit bien meilleur que le leur. Ces mots produisirent un déclic au sein de l'équipe qui identifia aussitôt le bon côté de la situation. La grosse campagne marketing du concurrent allait achever de populariser ce type de produit, mais c'est ici que les clients viendraient trouver le meilleur modèle. En d'autres termes, le concurrent allait assurer leur propre publicité. Ce scénario, énoncé, le jeune homme proposa d'élaborer et de suivre une vision sensible, autrement dit, le tableau mental d'un avenir meilleur. L'équipe joua le jeu et se mit à imaginer, avec moult détails, à quoi ressemblerait le quotidien dans l'entreprise si elle commercialisait un produit résolument meilleur, c'est-à-dire un produit que les gens recommanderaient autour d'eux. Pour cela, l'idée fut émise de sonder les clients afin de connaître leurs véritables attentes, pour ensuite partager ces données avec les autres départements de l'entreprise. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Après avoir interrogé plusieurs panels de clients, ils enrichirent leurs produits de plusieurs fonctionnalités utiles. Si bien que le temps que le concurrent lance sa campagne marketing, eux-mêmes avaient déjà commercialisé leur tout nouveau modèle qui fut plébiscité par le public. Ils gagnèrent ainsi une image d'entreprise innovante, les finances se rétablirent rapidement et le spectre du plan de licenciement s'éloigna. Sur sa lancée, le jeune homme initia d'autres collègues à la méthode de l'alpiniste. En discutant les uns avec les autres, ils comprirent que c'était leur arrogance qui les avait délogés de leur sommet, et ils se promirent de ne plus jamais verser dans l'autosatisfaction. Le jeune homme et ses collaborateurs reçurent une augmentation et ils continuèrent à chercher de nouveaux moyens de redresser l'entreprise. Ils posaient des questions sans en anticiper les réponses. Notre héros se réjouissait de voir l'entreprise relever la tête, mais il savait qu'elle pouvait facilement retomber dans une vallée si le personnel n'était pas capable de gérer l'embellie avec sagesse. La recette pour faire durer les sommets était gravée dans sa tête. Se montrer humble et reconnaissant. Continuer de pratiquer ce qui nous a réussi. Ne jamais cesser d'améliorer les choses. Faire davantage pour les autres. Conserver des ressources en prévision de vallées futures. Sur un plan plus personnel, notre jeune sage en devenir avait décidé d'épargner et d'investir une partie de son nouveau salaire pour assurer l'avenir et parer aux coups durs. Puis un beau jour, il apprit qu'il était promu à un poste encore plus élevé. Il voulut aussitôt partager la nouvelle avec sa famille et sa petite amie. Sauf que, la dernière fois qu'il avait fait état de ses succès professionnels, il s'était mis son entourage à dos, y compris sa chérie, en donnant l'impression de rouler des mécaniques. Ne risquait-il pas de susciter les mêmes réactions aujourd'hui et de perdre à jamais l'élu de son cœur? Plutôt que de succomber à la peur, il céda une fois de plus de la méthode de l'alpiniste, en décidant d'en dire moins et d'en faire plus. Si cela doit me coûter ma relation sentimentale, eh bien, je chercherai la part positive cachée dans cette vallée, résolut-il. Mais mieux encore, je pourrai dès maintenant améliorer notre relation en me montrant un peu plus modeste et beaucoup plus attentionné. Puis, il éclata de rire. Un peu plus modeste, lança-t-il tout haut, et pourquoi pas beaucoup? Le jeune homme voulait devenir à la fois plus aimant et plus attirant. Or, il était convaincu que les deux qualités marchaient de pair. Plus on se montre attentionné en substituant l'amour à la peur, plus on reçoit d'amour en retour et plus on augmente ses chances de nouer une relation heureuse. Aussi, les jours suivants, il se forgea une nouvelle vision sensible, en s'imaginant devenir le genre d'homme qu'une femme aurait envie de fréquenter, mais surtout le genre d'homme que lui-même voulait devenir. Cette version améliorée de lui-même, il se la projeta dans les moindres détails. Un gars qui ne se prend pas trop au sérieux, avec lequel on s'amuse bien, et néanmoins avide d'excellence au travail comme dans sa vie personnelle. Un gars désireux d'être utile, fût-ce à son petit niveau, et qui ne considérerait jamais comme acquise l'affection de ses proches. De cette nouvelle feuille de route mentale, il ne souffla mot à quiconque, se contentant de l'afficher bien en évidence dans sa tête et dans son cœur. Puis,
par petites touches, il ajusta ses actes à cet autoportrait rêvé, de sorte à se rapprocher du modèle qu'il s'était fixé. Se rappelant s'être demandé jadis « Mais comment gère-t-on une vallée ?» il consigna la réponse dans son carnet. On s'extirpe plus vite d'une vallée lorsque l'on parvient à s'extraire de soi-même, au travail en apportant davantage, dans la vie personnelle en se montrant plus aimant. Un soir, peu avant sa nouvelle prise de fonction, ses parents lui organisèrent une petite fête. Y assistèrent la plupart de ses amis ainsi que sa bien-aimée, qu'il sentait plus amoureuse que jamais. Les invités repartis, il demanda à son père de lui raconter sa vie de jeune homme. Il s'aperçut alors, en écoutant le récit de ses monts et vallées personnels, que lui aussi s'était construit sa petite philosophie de vie. Avec le temps, ils devinrent de plus en plus proches. La carrière du jeune homme progressa pour le plus grand plaisir de ses parents. Il leur arrivait encore de s'opposer à eux sur tel ou tel sujet, mais il acceptait la contradiction et savait se ranger à leurs arguments lorsqu'ils avaient raison. Leur échange était plus paisible, ils devinrent également plus riches. Notre héros fit aussi ses propres découvertes, notamment celle-ci d'une simplicité biblique. Lorsqu'il se trouvait coincé dans une vallée, à chercher en vain la sortie, il se rappelait que monts et vallées sont deux réalités antagoniques. Il lui suffisait donc de comprendre quels actes l'avaient plongé dans la vallée, puis de faire le contraire pour obtenir le résultat inverse. Et cela fonctionnait à merveille. En prenant de l'âge, il apprit ainsi à traverser les vallées avec calme et sérénité. Bien que très pris par son travail, il se réservait chaque semaine un temps de promenade dans ses prairies natales, le plus souvent au bras de sa compagne. Puis un jour, il apprit une triste nouvelle. Son vieux maître était décédé là-haut sur sa montagne. Tous ceux qui avaient connu le personnage louèrent son charisme et son optimisme si contagieux. Le jeune homme fut très affecté et craignit qu'une partie de lui-même s'éteigne avec ce deuil, tant il se sentait seul et malheureux. Se demandant quelle pouvait être la vérité cachée sous son chagrin, il revit son maître lui déclarer « Une vallée est un moment où l'on se focalise sur ce qu'il manque. » Il compléta la suite à voix haute « Et les sommets sont ceux où l'on apprécie ce que l'on a. » Alors, il se focalisa sur ce qu'il avait à apprécier, se rappelant qu'il avait adopté une manière d'avancer dans l'existence qui le rendait à la fois plus détendu et plus efficace, par temps calme comme par mer agitée. Et cela, il le devait à son vieil ami. À la douleur qu'il éprouvait, le jeune homme sentait néanmoins que ce décès ouvrait sous ses pieds une nouvelle vallée personnelle. Mais il ne fallait pas céder à la peur ni au regret. Il fallait se raccrocher à la vérité. Cette vérité, c'était que le maître lui avait offert des trésors de sagesse qui, appliqués à bon escient, leur seraient profitables, à lui comme à son entourage, pendant de longues années encore. En cela, le vieil homme ne le quitterait jamais totalement. Des larmes lui montèrent aux yeux, mélange chaud-froid de tristesse et de gratitude. Le jeune homme savait que sa vie personnelle serait, comme sa carrière, une longue suite de sommets et de vallées. C'était le lot de tous. En amour comme au travail, il connaîtrait des hauts et des bas, des baisses de régime, mais aussi des joies intenses. Ces inévitables oscillations faisaient toute la richesse de l'existence. Mais à présent qu'il maîtrisait la méthode de l'alpiniste, chaque épisode, bon ou mauvais, lui apporterait quelque chose. Ses pensées lui rappelèrent la promesse qu'il avait faite au vieil homme quand celui-ci lui avait dit « Je t'apprendrai la méthode de l'alpiniste à une seule condition, fixée par celui-même qui me l'a enseignée. Si tu la juges utile, tu t'efforceras d'en faire bénéficier autrui. » Le jeune homme estimait avoir rempli cette part du contrat, mais il souhaitait aller encore plus loin. Il voulait trouver un moyen plus efficace de diffuser le précieux héritage du maître. Un week-end, il emprunta la cabane de pêcheur d'un ami pour s'isoler et réfléchir en paix. Qu'avait-il trouvé le plus efficace dans l'approche de l'alpiniste ? Il revit en esprit ses propres expériences, relut les pages de son carnet. Il y avait tant de choses utiles dans cette philosophie. En fin de compte, il rédigea une synthèse des préceptes les plus importants à ses yeux. Dans un style concis, afin qu'elle puisse tenir sur une fiche
qui distribuerait aux plus curieux, aux plus motivés. Puis il sourit en songeant que cette fiche pourrait également lui servir de pense-bête, pour lui rappeler l'existence de ces formidables outils et l'inciter à s'en servir plus souvent. Dans les jours et les mois qui suivirent, il trouva plus d'une âme à qui confier cette simple petite fiche. Mettre à profit ses sommets et ses valets au travail comme dans sa vie privée. Pour bien gérer les hauts et les bas, fais de la réalité ton allié. Que tu te trouves sur un pic ou au fond d'une vallée, demande-toi toujours quelle est la vérité derrière cette situation. Pour quitter plus vite une vallée, trouve et exploite le positif caché sous le négatif. Détends-toi, car tu sais que toute vallée a une fin. Fais le contraire de ce qui t'a plongé dans la vallée. Sors de toi-même, sois plus investi au travail et plus attentionné en dehors. Évite les comparaisons. Débusque la part de bon dans ton malheur et tire-en avantage. Pour rester plus longtemps sur un sommet, apprécie et gère les jours heureux avec sagesse. Fais preuve d'humilité et de gratitude. Réitère ce qui t'a amené là. Continue d'améliorer les choses. Consacre-toi davantage aux autres. Garde des réserves pour les vallées futures. Pour atteindre ton prochain sommet, poursuis ta vision sensible. Imagine-toi dans la situation que tu ambitionnes d'atteindre, avec un tel luxe de détails que le chemin pour y parvenir sera lui-même enthousiasmant. Et pour aider les autres, passe le message. Apprends à ton entourage l'art de tirer profit des bons comme des mauvais moments. 9. Savourer un sommet. Quelques décennies plus tard, notre héros était à son tour devenu un vieil homme. Il vivait depuis des années sur son propre pic, même s'il redescendait de temps en temps dans la vallée. Un jour, après le déjeuner, il s'assit sous un arbre pour contempler la vue magnifique. Convoquant les souvenirs de sa longue existence, il songea à tous ces moments marquants, bons ou mauvais, qu'il avait lui-même provoqués sans en avoir toujours conscience. Il gardait un souvenir vivace et ému du maître qui lui avait fourni des clés en or pour gérer les hauts et les bas qui ponctuent un chemin de vie. Ses conseils et techniques avaient été décisifs dans sa carrière comme dans sa vie d'homme. Il lui avait permis de s'épanouir et de progresser tout du long, y compris dans les périodes les moins riantes. Il n'oublierait jamais tout ce qu'il devait à ce vieil ami, même si celui-ci eût sans doute estimé que le mérite du succès revenait d'abord aux élèves assidus. Comme il se disait cela, il crut percevoir un bruit dans son dos. Il se retourna, mais ne vit rien, et se replongea donc dans ses pensées. Il avait connu beaucoup de bonheur dans sa vallée, mais il préférait désormais les hauteurs de sa montagne, où lui et son épouse, son grand amour de jeunesse, s'étaient fait construire un chalet. Il adorait recevoir familles et amis, et s'était taillé une réputation d'hôte généreux et d'ami dévoué. Mais il estimait que le plus important n'était pas de savoir où l'on vivait, mais comment l'on vivait, que ce fût dans une vallée fertile comme ses parents ou sur un pic majestueux comme son ancien maître. À présent, il vérifiait chaque jour ce qu'il avait mis des années à comprendre, qu'une vie riche et heureuse est un paysage changeant ou alternant monts et vallées. Maintenant que l'existence avait un goût de voyage paisible, il sentait qu'il avait touché au but, avant même d'être parvenu à destination. Tandis qu'un sourire ému s'esquissait sur son visage, le bruit perçu plutôt se répéta, de plus en plus proche. Tournant la tête, le vieil homme découvrit une jeune femme, plantée devant lui avec son sac à dos. « Excusez-moi, dit-elle, je ne voulais pas vous déranger. » Elle expliqua qu'elle venait d'atteindre ce sommet après une longue excursion depuis la vallée. Elle avait les traits tirés et semblait épuisée. Ils se mirent à discuter et elle se surprit à déballer tout ce qu'il a miné dans sa vallée. Son instinct lui disait que ce vieil homme saurait l'écouter, mais elle était loin de se douter qu'elle voyait là l'un des êtres les plus sereins et accomplis du monde. Ils passèrent l'après-midi à discuter de ce qu'il appelait la méthode de l'alpiniste. Il décrivait cela comme une philosophie de l'action, une manière de regarder et d'agir qui vous apportait à la fois sérénité et réussite, dans les périodes heureuses comme dans les moments difficiles.
Voyant qu'elle savait écouter, notre héros se réjouit qu'elle puisse apprendre cette méthode à un si jeune âge. Après tout, se dit-il, il n'est jamais trop tôt pour mettre à profit les hauts et les bas de l'existence. Quand le vieil homme eut terminé la première leçon, son élève demanda « M'autoriserez-vous à présenter cette méthode à des amis ou à des collègues ?» L'homme s'esclaffa. « Vous avez un temps d'avance sur moi, mademoiselle, et c'est très généreux de votre part. J'allais justement vous inviter à passer le message. » Épilogue. Son récit achevé, Anne s'aperçut que la pluie avait cessé. Michael semblait perdu dans ses songes. Il finit par déclarer « Merci pour ce dîner, ainsi que pour cette nourriture plus philosophique, même si, spontanément, je ne vois pas très bien comment je pourrais l'appliquer dans mon cas. Je vis une situation compliquée, vous savez. » Anna hocha la tête. « Je pensais comme vous, la première fois, avant de réaliser que c'était peut-être moi qui compliquais les choses. Mais comment cela ? Plus je réfléchissais à cette petite fable, plus je me disais que ce n'était finalement que pur bon sens. » Michael trempa les lèvres dans son café. « Certes, fit-il en reposant sa tasse, c'est néanmoins très riche. J'espère que je penserai à m'en servir. » À ces mots, Anne plongea la main dans son sac et en sortit une carte en bristol. « Tenez, cela pourra vous être très utile. » Michael reconnut la synthèse rédigée par le héros de la fable. « Merci beaucoup. »« Mais de rien, » répondit Anne. « J'ai promis à celui qui m'a raconté cette histoire que à la première occasion, je veillerai à passer le message. »« Monsieur a très bien écouté, » conclut Anne en riant. Les jours suivants, Michael chercha comment appliquer les leçons de la fable aux problèmes qu'il rencontrait. L'éditeur de logiciels chez qui il travaillait avait commencé à délocaliser des emplois. Et il craignait que le sien soit le prochain sur la liste. Quelle est la part de bon dans cette menace ? Se demanda-t-il sans succès. Quelle vérité se cache dans cette situation ? S'interrogea-t-il ensuite. La vérité la plus évidente. Michael était un programmateur doué. Néanmoins, deuxième vérité, il n'y avait plus de marché pour le type de logiciel que produisit son entreprise. Quoique, cette seconde assertion était-elle vraiment fondée ? Apporter davantage. Mais comment faire dans le cas présent ? Monts et vallées communiquent. La sagesse déployée quand tout va mal fait que bientôt tout ira mieux. Aux yeux de Michael, son entreprise restait cramponnée à son passé. Mais le temps était venu de diversifier l'offre afin de conquérir de nouvelles clientèles. Pour cela, il fallait commencer à visualiser le prochain sommet avec force, réalisme et détail. À l'aide de quelques collègues qui semblaient réceptifs aux idées nouvelles, ils constituèrent un groupe de travail et proposèrent plusieurs pistes innovantes pour offrir un meilleur service à davantage de clients. Puis, ils les mirent en œuvre et ce fut payant. Fort de cette embellie sur le plan professionnel, Michael se pencha ensuite sur sa vie de famille. Le couple qu'il formait avec son épouse, Linda, n'allait pas fort. Le stress qu'ils rapportaient de leurs boulots respectifs et leurs soucis financiers avait abîmé leur mariage. Se souvenant du bonheur de leur première année de vie commune, Michael se dit « Refais ce qui t'avait conduit là ». Mais quel avait été l'ingrédient principal de ce bonheur ? Que fallait-il recommencer ? Jadis, Michael s'émerveillait de 1000 petites choses chez son épouse. Était-ce à dire qu'il ne la regardait plus ou qu'il était blasé ? Cherchant un moyen de sortir de lui-même pour se montrer plus aimant, il se mit à couvrir Linda de petites attentions, ce qu'elle ne fut pas longue à remarquer. Par la suite, il lui parla de la méthode de l'alpiniste et lui avoua combien il l'avait trouvée salutaire. « Tu ne trouves pas que cela va mieux entre nous ?» demanda-t-il du bout des lèvres. « Si, » répondit son épouse. En revanche, avec Kevin, tu es toujours au fond de la vallée. Michael confirma d'un hochement de tête. Leur fils adolescent lui adressait à peine la parole tant leur rapport s'était dégradé. Michael lui reprochait de consacrer l'essentiel de son temps à son groupe de musique au détriment de ses études. Cela faisait d'ailleurs plusieurs jours qu'il se demandait quelle est la vérité cachée dans cette situation. La réponse, là encore, était relativement simple. Lui voyait d'un mauvais œil cette passion pour la musique, alors que son fils en faisait en priorité.
Souhaiter n'est pas agir, se répéta Michael. Aussi, plutôt que de souhaiter un improbable revirement de son fils, mieux valait faire de la réalité leur allié. Afin de se forger la vision sensible d'une relation saine, Michael imagina le père qu'il souhaitait être et la complicité qu'il rêvait de tisser avec Kevin. À défaut de pouvoir régenter l'existence de son fils, Michael pouvait moins contrôler ses propres actions. Avec mou détail, il se figura debout dans le public d'un concert du groupe de Kevin. Les cris et les applaudissements de la foule, le bonheur et la fierté sur le visage de son fils, et leur étreinte spontanée en coulisses après le spectacle. De là, il se mit à faire les choses susceptibles de le mener jusqu'à la réconciliation. Il cessa de critiquer son fils et prit l'habitude de descendre au sous-sol quand Kevin y répétait avec son groupe. Il restait là le temps de 2 ou 3 morceaux à écouter sans un mot avant de prendre congé d'un signe de la main. Le résultat ne fut pas immédiat, mais peu à peu, Kevin s'ouvrit à nouveau et le dialogue se rétablit. « Mais où est passé notre petit cynique ?» s'émut alors Linda avec tendresse. Elle-même songeait depuis quelque temps à essayer la méthode de l'alpiniste à son travail. L'école où elle officiait subissait de nouvelles coupes budgétaires, ce qui causait des tensions dans tout l'établissement. Un jour, elle conta l'histoire de l'alpiniste à un collègue qui émit l'idée d'enseigner cette approche aux élèves. Elles formèrent un atelier et rencontrèrent les élèves après la classe pour les aider à surmonter leurs coups de blues et à exploiter au maximum les périodes fécondes. La méthode de l'alpiniste fut bénéfique à nombre d'élèves ainsi qu'à beaucoup d'enseignants. Elle se répandit dans les écoles alentours et Linda fut nommée coordonnatrice du projet. Pour fêter cette belle réussite, Michael l'emmena dans le petit café où Anne Carr l'avait initié à cette philosophie. Leur vie familiale et conjugale était repartie du bon pied, ainsi que leur carrière. L'avenir leur réserverait inévitablement quelques revers, mais à présent, ils se savaient armés d'outils théoriques et pratiques pour s'enrichir des hauts et des bas de l'existence. Et chacun guettait la prochaine occasion de passer le message. À propos de l'auteur, Spencer Johnson, qui est né en 1938-2017, était l'un des essayistes les plus lus au monde. On lui doit quelques 11 best-sellers internationaux, dont le fameux « Qui a piqué mon fromage ?», numéro 1 des livres consacrés au thème du changement, et le Manager Minute, écrit avec Kennedy Blanchard, un petit manuel de management plébiscité dans le monde entier depuis 2 décennies. Passé maître dans l'art d'apporter des solutions simples et efficaces à des problèmes compliqués, Spencer, diplômé de psychologie et docteur en médecine, a longtemps exercé comme chercheur. Ses ouvrages ont été traduits dans plus de 47 langues.